Coucou YouTube, on se retrouve pour un nouveau bilan lecture. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait parce que je lis beaucoup moins. Là vraiment j'ai lu littéralement 2 fois moins qu'avant, hein, puisque en presque un mois j'ai lu que 7 livres. C'est pas foufou, voilà. Du coup ouais, en plus alors il n'y a pas de coup de cœur. Alors en fait il y a à part l'abandon déjà, il y a un abandon, voilà. Mais dans les non-abandons, il y en a une qui est mitigée, mais sinon c'est que des bonnes lectures, pas de coup de cœur. Mais du coup, bon, juste pour dire que j'ai un peu eu du mal à les trier, on va dire qu'elles sont pas vraiment triées, c'est un peu aléatoire, hein. À part peut-être le premier, parce que c'est celui qui a été le moins facile à lire, on va dire, mais sinon, enfin le premier. Bon bref, vous verrez. C'est pas très clair tout ce que je raconte, donc voilà. Du coup, bah écoutez, on va commencer avec mon abandon, qui a été très rapide en vrai. Voilà, c'est ce truc-là. The Perfect Match de Layla Mars. Bon, alors j'aurais dû me méfier, hein, en sachant que c'était chez Harlequin quand même, on va pas se mentir, hein, mais mais bon, je sais pas, j'avais quand même l'espoir que ce soit une vraie dystopie, même s'il y a une romance dedans. Sauf qu'en fait, c'est juste une romance. La dystopie ne sert littéralement à rien. Je suis désolée, mais bon. Donc en fait, dans cette histoire, on est au 22e siècle. Je l'apprends en lisant le synopsis parce qu'en vrai, je me rappelais même pas. Et en fait, oui, donc il y a maintenant, en fait, les gens doivent se mettre en couple qu'avec des personnes. Pourquoi j'ai pas le voir plus là? Qu'avec des personnes avec qui ils sont compatibles. Et en gros, en fait, ils doivent passer un test. Voilà, ils doivent tous passer un test. Alors, il y en a qui sont en couple naturellement, en fait, mais ils n'ont pas le droit de se marier, ils n'ont pas le droit de rester en couple s'ils ne sont pas compatibles. Donc, ils doivent tous passer un test, en fait. Et en gros, s'ils sont, je crois qu'il faut qu'ils soient compatibles à plus de 50%. Donc, c'est des tests scientifiques. Je sais pas, je mets des gros guillemets. Alors, le pire, c'est que c'est même pas vraiment expliqué sur quoi c'est basé. C'est là qu'on voit que la dystopie, enfin, que le livre est pas du tout travaillé. Au salon. Ah, elle y était? Enfin, elle y est au salon de Genève? Ah, c'est marrant ça. Bon, écoute, voilà. Et donc, ouais, on va suivre dans ce monde. On va suivre. Comment? Ah oui, c'est Elliot. C'est une femme. Hein. Elliot, qui en fait est en couple avec Ashton. Ils sont vraiment très amoureux et tout, mais le problème c'est que ils avaient déjà passé un test où, alors en fait ils ont droit à 2 chances apparemment, les couples là. Ils avaient déjà passé un test où ils n'étaient pas compatibles et donc là ils s'apprêtent à repasser le test et en espérant que cette fois ce soit bon, et sauf que en fait non seulement c'est pas bon, mais c'est encore, le score est encore moins bon qu'avant, genre ils ont un truc genre 30% alors qu'avant ils avaient 40 et quelques, bref. Et donc, vu qu'ils sont pas compatibles, ils peuvent plus rester ensemble et on leur explique qu'ils doivent forcément se marier. Ça n'a aucun sens en vrai, mais ils doivent obligatoirement se marier avec les personnes avec lesquelles ils sont le plus compatibles. Et comme par hasard, la personne avec qui Elliot est le plus compatible, mais genre le taux de compatibilité de ouf, 99%, hein, c'est avec le frère de son chéri. C'est ballot. Et comme par hasard, ils s'aiment pas. Parce que sinon, c'est pas drôle. Donc voilà, Enemies to Lovers. Mais en fait, je crois que c'est à partir de là, quand j'ai vu qu'ils se détestaient, tout ça, machin, que je me suis dit, oh non, flemme. Franchement, flemme. Déjà, les Enemies to Lovers me saoulent. Vraiment.
parce que, désolé, mais moi, je suis pas dans le fantasme des mecs qui sont des connards, quoi. Enfin, désolé, hein, mais voilà. Euh, et donc ça m'intéresse pas. Et puis en plus, bah, je trouvais ça nul parce qu'elle est en couple, elle est amoureuse et tout de son petit frère. Et genre, elle va finir avec le grand frère. Enfin, en fait, je trouve ça triste. En fait, je trouve ça triste. Je trouve ça triste de débuter une romance sur un couple qui s'aime à la folie. En fait, ça me rappelle, bon, c'était encore pire, mais ça me rappelle le truc là, 5 ans, je sais pas quoi là. La romance que j'avais lue une fois que j'avais détestée parce que la meuf était amoureuse du copain de sa meilleure amie ou de sa sœur ou un truc comme ça. Et en fait, bah du coup forcément elle pouvait pas se mettre avec lui parce qu'ils étaient très amoureux, sauf que la nana, la sœur ou la meilleure amie, je sais plus, va crever d'un cancer. Et donc c'est bon, elle peut se mettre avec lui. Non, non, c'est non. Et donc là, bon, là il y a pas le ça pousse pas le vice aussi loin, mais je trouve ça horrible en vrai de partir d'une romance, d'une vraie romance où voilà, ils sont bien tous les deux, ils s'aiment et tout, parce qu'il y a même pas un truc où tu te dis oui, mais en fait ils se disputent tout le temps, ou lui c'est un connard, ou j'en sais rien, même pas ça. Non, ils s'aiment vraiment et tout ça, et genre ils peuvent pas être ensemble, et genre elle va finir avec l'autre. Oh non, un flemme, hein. L'autre qu'elle aime pas en plus, enfin je sais pas, c'est nul à chier, enfin voilà. Donc déjà ça m'a saoulée, je vais faire allez c'est bon, flemme quoi. Et voilà, puis en plus désolé, mais bon la dystopie est pas du tout travaillée, c'est juste un prétexte. Voilà. Donc j'ai pas eu envie. Je dis allez c'est bon, j'abandonne, ça m'a saoulé. Voilà. Ça m'a saoulé. Voilà, c'est tout. Ensuite, donc, j'ai lu. Alors, là, c'est les livres que j'ai lus jusqu'au bout. J'ai lu La jeune fille et la mère. Alors oui, bien sûr, le super bandeau qui cache la moitié du titre, je comprends pas le délire, mais bon, ok. La jeune fille et la mère de David Vann. Qui m'a laissé un petit peu perplexe. Donc, dans cette histoire, on va sur... Alors, on est aux Philippines. Alors, sachez que David Vann vit aux Philippines, donc ce qui explique pourquoi il écrit un livre qui se passe aux Philippines. On est aux Philippines et on suit Aika, donc il vit avec sa famille sur une île. Alors, ils n'ont pas vraiment de maison à eux, en fait. En fait, les habitants de l'île... vivent un peu... c'est un peu tous des squatteurs en vrai, bon voilà. Et donc elle a quand même une grande famille, Aïka. Hein. Mais elle voilà, elle en a marre de rester sur cette île, elle a envie de nouveaux horizons et tout. Et un jour, il y a un Américain qui va débarquer sur son île. Lui, il vit sur son voilier en fait, donc voilà, il est toujours en vadrouille et tout. Et en fait, ben, Aika va y voir une possibilité de se barrer de chez elle. Et donc, elle va chercher à séduire cet Américain qui a plus du double de son âge, hein, précisons-le. Voilà. Et donc voilà, elle va effectivement réussir à le séduire et à se barrer avec lui, mais tout ne va pas se passer comme prévu, et j'en dis pas plus. Bon, en fait, ouais, en vrai j'ai été déçue. J'ai été très déçue parce que c'est vrai que David Vann m'avait quand même habituée à mieux. Que ce soit au niveau des messages, parce que c'est vrai que dernièrement il avait quand même des takes un peu féministes. Mais aussi au niveau de l'écriture, parce que franchement, celui-ci, je l'ai quand même trouvé très en dessous des autres. Je sais pas, j'avais pas l'impression de lire un David Vann, en fait.
Alors peut-être parce que j'en avais pas lu depuis un petit moment, mais bon quand même quoi. Komodo c'est pas si vieux non plus. Mais je sais pas. J'ai pas... je sais pas. En fait, si vous voulez, le roman ne m'a pas déplu. Ça n'a pas été une mauvaise lecture, mais ça n'a pas été une bonne lecture non plus. Ça, je suis vraiment... je suis vraiment mitigée. Vraiment, j'ai refermé le livre en étant très très perplexe. Parce que, bon, déjà, j'ai pas trouvé ça très féministe. Alors, au début, oui. Parce que, effectivement, ça raconte un peu le récit émancipateur de d'Aïka, hein. Et après, je sais pas, j'ai pas compris ce qu'il a fait d'Aïka. C'est vraiment, ce personnage est complètement lunaire. Euh, on comprend pas vraiment quel est son but. On comprend pas elle a vraiment, elle a des agissements qui sont complètement incompréhensibles. Euh, en fait, en vrai, c'est là qu'on voit que bon, David Van, il a les limites que lui impose le fait d'être un mec blanc, qui plus est américain, quoi. Parce que, bon, désolé, mais il a pas été très... Putain, et ça m'énerve parce qu'il m'a vraiment habitué à mieux quand même, hein, quand je pense à Aquarium, par exemple. Mais là, il a pas été très doué pour décrire une petite nana pauvre des Philippines. Je sais pas. J'ai pas compris. Je peux pas... Enfin, voilà, je peux pas vous expliquer pourquoi, parce que ce serait spoilant. Mais j'ai pas compris ce qu'il a fait de ce personnage. Et je trouve pas que ce soit féministe, je suis désolée. Il y a des moments où ça l'est, mais le problème c'est que le message... Franchement, le message final, la fin, j'étais là, mais... C'est... Enfin, moi, désolée, mais je le vois pas positif, Enfin, c'est pas... Enfin, vous allez me dire, en même temps, si vous l'avez lu, vous allez me dire, oui, la fin, elle est pas du tout positive de base, mais c'est pas ça que je veux dire, c'est que... Il y aurait pu y avoir quand même un message féministe, mais là, pas du tout. Enfin, là, là, pour moi, c'est même limite l'inverse, quoi. Ça m'énerve parce que, en fait, c'est un... Bon, tant pis, je vais faire un mini spoil, on va dire, sur un peu l'ensemble enfin, une généralité sur l'histoire, mais c'est un récit, c'est un livre qui commençait comme un récit de vengeance et qui finit comme un récit de punition, mais de punition de la personne qui voulait se venger, quoi. Et du coup, je comprends pas pourquoi avoir fait ça. Voilà. Bon, bref, du coup, ça me fait chier parce que bah, je suis très très déçue, quoi. Je suis très très déçue parce que il m'a vraiment habitué à mieux et je sais pas pourquoi ça m'a un peu... Du coup, j'avais d'autres David Van que j'avais envie de lire. Alors, c'est con parce que du coup, il date d'avant, donc peut-être ça aurait été mieux, mais je sais pas, ça m'a un peu refroidi en fait. Je sais pas, franchement, cette histoire-là, vraiment, ça m'a refroidi. J'ai pas compris. Parce qu'en plus, bon, voilà, typiquement, là, dans le synopsis, ils disent que c'est une fable morale portant sur... Tout le truc est dans le mot portant. Je viens de comprendre. La phrase c'est: La jeune fille et la mère, le nouveau roman de David Van, est une fable morale portant sur l'émancipation et la quête de liberté d'une femme qui refuse d'être victime de son destin. Quand tu lis ça, tu te dis... Au départ, tu te dis, ben ouais, c'est bien, c'est un récit d'émancipation, quête de liberté d'une femme, ça va être féministe et tout. Mais là, c'est portant sur, je viens de percuter. Ça parle de ça, mais c'est pas le message du livre. Ça parle de ça, mais c'est pas ce qui va se passer au final. Je viens de comprendre. Ça change tout, hein. Ça change tout.
Ah, bon, bah très bien. Voilà, bon bah écoutez, ouais, franchement, si vous êtes féministe, je vous le déconseille. En vrai, lisez plutôt Komodo dans le genre féministe, c'est quand même mieux, on va pas se mentir. Voilà. Voilà, voilà. Bon, ensuite. Super. J'ai lu. Allez, on va passer dans les bonnes lectures maintenant. J'ai lu Nos femmes sous la mer. Après La jeune fille et la mer, Nos femmes sous la mer. Nos femmes sous la mer de Julia Anfield. Ouais, j'aurais lu des trucs en mer pour le coup. Où en fait on va suivre un couple de femmes, Léa et Miri. Léa, elle est partie en mission dans un sous-marin pendant 6 mois. Et à la base, elle devait pas rester aussi longtemps. Mais il y a eu des soucis sous l'eau qu'on va nous raconter. Hein. Et en fait, le truc, c'est que donc, quand elle revient, qu'elle retrouve enfin son épouse, Miri, elle va être complètement changée. En fait, elle va avoir un comportement de plus en plus bizarre. Et bah forcément, Miri va s'en inquiéter. Et voilà. J'en dis pas plus, si ce n'est qu'il y a quand même une part de fantastique, enfin, fantastique, réalisme magique, enfin, voilà. Et ouais, en fait, alors voilà, moi j'avais déjà lu Julia Anfield, j'avais lu Cérémonie d'orage, qui est sorti en France avant celui-là, mais qui n'est pas le premier qu'elle a écrit, en fait, c'est celui-là le premier. J'ai préféré celui-ci à Cérémonie d'orage. Cérémonie d'orage, j'avais beaucoup aimé. En fait, j'aime bien sa façon d'écrire, mais je trouve que c'est quand même très laborieux à lire. Hein. Enfin, c'est bizarre de dire ça parce que pourquoi si t'aimes son écriture, ça devrait pas être laborieux, mais en fait, c'est pas. Je sais pas comment dire. Disons que je trouve qu'elle écrit vraiment bien. Qu'elle a vraiment une patte et tout ça. Mais voilà, j'ai du mal à vraiment bien me mettre dans l'histoire avec ce type d'écriture-là, qui est quand même un peu alambiqué par moments. Et je sais pas, c'est pas, voilà, c'est pas Page Turner, mais à la limite, ça, c'est pas très grave. Il y a plein de livres qui sont pas Page Turner, que j'ai adoré. Mais voilà, il y a des fois où je décroche un peu de l'histoire. Cérémonie d'orage, ça a vraiment été ça. Nos femmes sous la mer, moins, parce que j'ai trouvé que l'histoire était plus intéressante. En fait, Cérémonie d'orage, le problème, c'est que ça traîne vraiment en longueur jusqu'à la fin. Il y a que la fin où vraiment il se passe des choses. Ouais, tu vois, c'est ça. Oula, ça bug. Non, c'est bon, je suis toujours là. Tu vois, c'est ça, Natacha, effectivement. Le style est vraiment très. Je trouve que son style est intéressant, mais effectivement, j'ai un peu du mal à accrocher du coup à ma lecture. Et Cérémonie d'orage, c'est vrai que ça a fait ça. Nos femmes sous la mer étaient plus agréables à la lecture, quand même. Parce que vraiment, là, c'est. Comment ? C'est beaucoup moins introspectif, même si c'est. Enfin, en vrai, c'est totalement introspectif, mais ce que je veux dire, c'est que l'histoire avance, quoi. Voilà. Que dans Cérémonie d'orage, c'est. Voilà, c'est vraiment, ça prend son temps. Hein. Donc voilà, c'était quand même beaucoup mieux. Et du coup, voilà, mis à part, voilà, le seul point négatif, finalement, c'est ça, quoi. C'est ce style un peu. Je sais pas comment le décrire, mais pas agréable, quoi. Mais en dehors de ça, voilà, ça a été une très bonne lecture. Moi, j'ai adoré le fait que, en fait, les changements arrivent petit à petit, qu'en même temps, on raconte l'histoire de Léa sous l'eau, qu'est-ce qui s'est passé dans le sous-marin, etc. Et qu'on revient, en fait, on alterne entre passé et présent pour savoir ce qui s'est passé. Et en parallèle, voilà, ce que ressent et voit Miri.
Et ouais, ça monte petit à petit en fait, et ça j'ai beaucoup aimé. Mais moi je te dis, moi j'aime bien, mais c'est juste que c'est dur c'est dur de rentrer dedans en fait. Mais je trouve son style intéressant. Donc voilà, du coup ouais j'ai vraiment beaucoup aimé ouais, cette montée comme ça, où au début ça reste rationnel, et puis après oui on part dans un truc un peu plus fantastique, et en même temps ben comme voilà, c'est comme souvent très métaphorique aussi, et et puis ouais, c'est un peu une fable aussi, et voilà. Après bon, la fin euh, est presque un peu ouverte en fait, hein. La fin est moins bien que celle de Cérémonie d'orage, j'ai trouvé. J'ai bien aimé, hein, mais j'ai préféré, pour le coup, la fin de Cérémonie d'orage, j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais voilà, bon bref, après c'est pas faire que comparer les deux non plus, mais ouais, mais ça a été très très bien, très original, c'est vraiment original, cette idée qu'elle a eue là. Puis ouais, puis bon, il y a quand même, c'est vrai que par rapport à Cérémonie d'orage, dans celui-là, il y a quand même quelques rebondissements, quelques révélations, tout ça qui font que ça maintient vraiment l'intérêt, quoi. Voilà. Ouais, non, c'est clair. C'est vrai que la fin, en vrai, oui, effectivement, c'est logique. Ça fait sens. Ça fait sens. Ça fait sens. Euh, Non, j'ai bien aimé cette fin. J'ai bien aimé cette fin. C'est vrai que je préférais celle de Cérémonie de Rage, mais j'ai bien aimé quand même. Bon, voilà. Mais ouais, enfin voilà. Moi, je continuerai de suivre cette autrice parce que je trouve qu'elle a vraiment une proposition originale et intéressante en fait. Bon, en tout cas, elle a un truc avec l'eau, hein, visiblement, parce que la Cérémonie d'orage, déjà, c'était la montée des eaux. Mais ouais, non, c'est intéressant. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Voilà. C'est pas. Je suis pas sûre qu'un jour, il y aura un coup de cœur pour cette autrice, honnêtement. Mais je trouve ça vraiment, vraiment intéressant et original, voilà. Ensuite, j'ai lu La proie et la meute de Simon François. Donc, alors, on est... Oh, putain, j'en suis là. On est dans un petit... Alors là, vraiment, on est dans la ruralité totale. En fait, on est dans un petit village du centre de la France. Alors, je crois que c'est en Sologne, il me semble. Je crois que c'est en Sologne. Et on va suivre... En fait, on va suivre des habitants de ce village. Notamment... Alors, au début, on suit un chasseur. D'ailleurs, j'étais là, bon, j'ai pas spécialement envie de suivre un chasseur, moi, personnellement. Surtout qu'au début, j'avais un petit peu du mal, parce que on nous présentait un peu, enfin, l'auteur nous présentait un peu le chasseur comme l'homme de sagesse du truc, en fait. Et moi, j'étais là, oui, bon, genre, c'est un chasseur, mais il est éthique, et puis il observe ses congénères avec plus de... Ouais, de sagesse, de connaissance, que en fait, enfin voilà quoi, c'est celui qui sait tout mieux que tout le monde, limite. Moi j'étais là, oui bon, j'ai pas très envie d'encenser cette personne, moi ça reste un chasseur des eaux. Mais bon, fort heureusement, on va pas le suivre longtemps. Alors, c'est pas, je dis pas qu'il meurt ou quoi, hein, mais en fait c'est un personnage qui sert d'introduction en fait à l'histoire. Mais en fait, on va suivre. Alors, en fait, c'est vrai qu'on. C'est pas un roman choral. Enfin, c'est un roman choral parce qu'on suit plusieurs personnages et en même temps, c'est pas genre un chapitre, un personnage. C'est vraiment. On suit un peu finalement l'histoire d'une façon générale et on change de point de vue, pas spécialement régulièrement en fait. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de. C'est pas marqué, vous voyez, c'est pas marqué par des chapitres ou quoi, c'est on passe un peu d'un point de vue à l'autre. Voilà, donc c'est un peu particulier comme narration.
Mais du coup, oui, on va suivre, donc il y a le maire, enfin la mairesse du village, Solène. Il y a le marginal Romain qui a un bec de lièvre en fait, et donc qui est surnommé Lapin par tout le monde. D'ailleurs, j'étais un peu trigger parce que même les gens qui l'apprécient, et qu'il apprécie aussi, mais voilà, l'appelle Lapin, et je trouvais ça problématique, quoi, parce que c'est quand même pas ouf, sachant que le gars, il a subi du harcèlement à cause de son bec de lièvre, et tout le monde l'appelait Lapin. Et genre, les gens qui sont des bonnes personnes continuent de l'appeler Lapin, mais jamais de la vie. Enfin, non, en fait. Quand t'as un ami qui a subi des moqueries avec un surnom, tu ne continues pas de l'appeler par son surnom. Franchement, je sais que c'est un détail, mais j'étais vraiment trigger par ce truc-là. Je trouvais ça vraiment gênant, mais bon, bref. Parce que je dis ça parce que c'est vraiment... je pense que c'est le personnage le plus important dans l'histoire, Romain. Et on suit aussi... en fait, il va y avoir on va suivre une mère et son fils adulte, hein, qui viennent ici pour des affaires, on va dire. Ouais, je vais pas rentrer dans les détails de ce qu'ils viennent faire, mais en gros, c'est des trucs pas très légaux, quoi, et pas très écolos, hein, pas très éthiques. Et c'est des bourges, ils arrivent de la capitale et tout, et donc forcément, ça va pas très bien passer dans le village, mais en même temps, il y a aussi des gens du village qui vont vouloir faire affaire avec eux. Bref, en vrai, on va partir dans tout un truc d'organisation comme ça, de malfrats, et en même temps, en parallèle, on va suivre Romain, donc ce fameux lapin, qui a fort à faire encore avec qui subit encore du harcèlement et tout, et il va notamment y avoir un espèce de groupuscule de mecs un peu fachos, quoi, hein, complètement fachos. D'ailleurs, je crois que dans l'histoire il y en a un, c'est carrément un nazi et tout, enfin bref, et donc voilà, et tout ça va un peu se télescoper comme ça. Et voilà, bon, j'en dis pas plus. Voilà, il va se passer, bien évidemment, il va y avoir des éléments perturbateurs qui vont amener à l'histoire et tout. Mais c'était très bien. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Au final, voilà, j'avais un peu peur au début. J'étais là, oulala, qu'est-ce qu'il va nous prendre comme message? Mais en fait, non, je trouvais que le message politique était plutôt pas mal. Et que oui, ça représente bien. En fait, j'ai trouvé que ouais, voilà, ça représentait bien ce que pouvait être un village de campagne comme ça, où tout le monde se connaît, et où tout le monde ne s'aime pas forcément, hein, évidemment, et où il y a le lot de redneck, beauf, facho, tout ça, mais en même temps, il y a aussi des gens qui sont... plus au-dessus du lot. Il y a aussi des gens qui sont érudits, enfin voilà, il y a vraiment de tout, et voilà, bon, c'est vraiment une fresque au final de la France profonde, on va dire, la France très rurale. Moi j'aime bien, j'avoue, parce que c'est toujours un peu moi j'ai grandi dans des villages, hein, donc au final c'est vrai que j'habite toujours dans un village d'ailleurs, et c'est vrai que oui, ça me parle un petit peu, quoi, voilà, ça me parle un petit peu. Surtout, oui, en plus le truc du harcèlement et tout, enfin voilà, c'est tellement... j'ai beaucoup aimé, c'était vraiment bien, ça se lit très bien, c'était un bon roman noir sur la ruralité française, où ils sont pas non plus la paille dans les sabots, hein, voilà, c'est pas non plus tous des gros teubés, mais voilà, bon, j'ai beaucoup aimé, c'était une histoire vraiment prenante, et puis j'ai trouvé quand même que c'était pour un auteur français, c'était un peu au-dessus du lot, voilà, des thrillers que j'ai eu l'habitude de lire. Maintenant, bon, genre,
j'en lis quasiment plus, hein, des thrillers français. Bon là c'est pas un thriller, c'est vraiment un roman noir pour le coup, même s'il y a un côté thriller dedans par rapport à la thématique et tout, mais bon, ça reste quand même très roman noir, très très roman noir, social, enfin voilà quoi, c'est vraiment ça. Mais j'ai trouvé que c'était un peu, que le niveau était plutôt pas mal, donc voilà. Je suivrai, je pense, cet auteur, quoi. En plus, il est très sympathique. Donc voilà. Ensuite, j'ai lu Une braise sous la cendre de Sabah Tahir. Alors, c'est un premier tome d'une quadrilogie. Hein. Bon, je sais pas encore dans quoi je m'embarque là, mais à tous les coups, je vais jamais lire le deuxième tome. Hein. Vous me connaissez à force, voilà. À chaque fois que je commence des sagas de fantasy, même si j'ai adoré le premier tome, je ne lis jamais la suite. C'est comme ça. Et là encore une fois, voilà, ça a été une excellente lecture. Mais est-ce que je vais lire la suite? Je ne sais pas. C'est pas parce que j'en ai pas envie. C'est vraiment parce que à chaque fois, je passe à autre chose. Et après, quand il faut revenir dessus, c'est un peu tard parce que j'ai oublié le premier tome. Enfin bon, voilà, c'est ça. C'est le problème. Hein. C'est le problème que j'ai à chaque fois. Bref. Donc, dans cette histoire, on va suivre deux personnes. Donc là, on est vraiment un chapitre avec l'un, un chapitre avec l'autre. Donc, on a Laïa, qui est une jeune femme qui, au début... Alors, on est dans un... On va peut-être d'abord poser le lore. On est dans un monde qui ressemble un petit peu à l'Empire romain, on va dire. On est un peu... Moi, j'ai trouvé qu'il y avait un peu une vibe chevalier du zodiaque parce que en fait, on a une espèce de caste de soldats qui ont des masques, en fait. Alors, bon, dans les chevaliers du zodiaque, c'est plutôt les femmes qui ont des masques. Bon, là, c'est les deux, mais je sais pas, il y avait un truc un peu chevalier du zodiaque quand même. Et ouais, voilà, on est dans un espèce de... en tout cas, on est dans un empire qui est... il y a un empereur. Et en fait, apparemment, il va y avoir... on cherche le successeur à l'empereur. Voilà, futur successeur. Et donc, il y a une caste de soldats, en fait, qui s'appelle les masques. Et donc, ils ont tous des masques comme ça. Et c'est les meilleurs guerriers. Et donc, ils vont devoir s'affronter pour... certains, en tout cas, les mieux, les plus aguerris, on va dire. Enfin, voilà, les plus érudits, je ne sais pas. Bref, vont devoir s'affronter pour, au final, élire le successeur. Mais, voilà, je précise, ça... C'est un détail de l'histoire, ce n'est pas l'histoire, c'est pas un battle royale là, hein, rien à voir, c'est juste que c'est une partie voilà, de cette histoire, puisque j'ai parlé de Laïa, mais du coup on va plutôt parler de Elias. Donc Elias, c'est l'un de ses masques, et donc il va se retrouver justement dans ce truc-là. Mais avant ça, il faut préciser que Elias, sa mère, c'est l'une des personnes les plus puissantes dans l'Empire. Et elle est horrible. C'est vraiment, c'est un tyran, c'est une fasciste, enfin voilà, absolument atroce quoi. Et en fait, Elias, il veut pas participer à ce truc-là, il veut se barrer, il veut déserter. Sauf qu'il sait que les déserteurs, si jamais ils sont retrouvés, ils se font buter, hein, littéralement, voilà. Et donc, il cherche à fomenter un plan comme ça pour réussir à déserter. Et en parallèle, donc, on suit Laïa qui, elle, a vu sa famille se faire décimer par les masques, en fait. Parce que, bon, non, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que ce serait trop long, et parce que, en même temps, c'est bien de laisser découvrir le truc. Mais, en tout cas, voilà, elle s'est fait... Et en fait, elle a elle va rejoindre... donc elle a réussi à se barrer, elle va rejoindre un petit groupe de résistants à l'Empire qui vont l'envoyer
en fait, qui vont l'envoyer en mission en lui promettant en échange de sortir son frère de prison. Voilà, son frère, lui, il n'est pas mort, mais il a été emmené en prison. Et donc elle va accepter le marché, et en fait le marché c'est que elle doit se présenter, enfin se faire vendre comme esclave à l'Empire en fait, à l'empereur, enfin c'est même pas l'empereur, du coup justement elle va se retrouver esclave de la mère d'Élias, ce qui n'est pas une partie de plaisir. Voilà, déjà de base être esclave, bon voilà. Et donc voilà, on va suivre en parallèle leurs deux histoires jusqu'à ce qu'ils se retrouvent, évidemment. Enfin voilà, qu'ils se rencontrent plutôt, c'est pas qu'ils se retrouvent, s'ils se sont jamais connus. Il y a un truc qui est tombé. Oupsie, je sais pas ce qui est tombé, mais il y a un truc qui est tombé. Voilà, donc ils vont se rencontrer jusqu'à ce qu'ils se rencontrent, et voilà, j'en dis pas plus. Donc, alors, moi, j'ai beaucoup aimé les personnages parce que, déjà, voilà, Laïa, on n'est pas sur la petite meuf naïve, paumée, machin, qui va subir son truc. Non, non, non. Même si, oui, elle subit un petit peu au début, hein, parce que elle accepte ce marché de con. Mais évidemment, elle va... elle va s'émanciper en gros, hein, voilà, elle va apprendre à se démerder toute seule, enfin voilà. Et puis Elias, Elias, il est pas très original comme personnage pour le coup, parce que c'est genre le gars très très intègre, voilà. Oui, d'accord, ma mère c'est une ordure, mais moi je suis pas comme elle. Not all men, tout ça, hein. mais bon, ça va, il est pas fade non plus, il est pas inintéressant. Il est dans son... Il est aussi avec ses propres dissonances cognitives, etc. Notamment par rapport à sa meilleure amie, qui est amoureuse de lui, mais qui est un peu... sa meilleure amie, elle est quand même un peu plus à la solde de l'Empire, quoi. Enfin voilà, il y a tout un truc comme ça. Bon, voilà, les personnages sont pas mal. Le lore, je l'ai trouvé un peu faiblard, on va pas se mentir. Oui, il y a effectivement rappel à l'Empire romain, mais bon, c'est très ledge. Et je l'ai pas trouvé très très bien travaillé. J'ai trouvé, voilà, tout l'univers est pas spécialement bien travaillé, c'est assez classique. Bon, d'accord, on est dans un empire avec un empereur, il y a des guerriers, bon, alors il y a le truc des masques, ok, mais c'est pas ultra original. Voilà, l'univers peut mieux faire. Après, l'avantage, c'est que le fait qu'il n'y ait pas grand-chose de précis sur cet univers fait qu'on rentre vite dans l'histoire. On n'a pas besoin de tout un tome pour nous expliquer le lore. Voilà. Ça, j'avoue que ça me gêne pas parce que j'ai toujours du mal avec les sagas de fantasy ou de SF où ça dure 10 plombes pour nous expliquer en long, en large et en travers comment fonctionne l'univers. Là, au moins, c'est pas le cas. Mais je pense qu'il faut quand même un juste milieu. J'aurais aimé en apprendre un peu plus cet univers. Alors, peut-être au tome 2, hein, remarque. Mais voilà. Après, alors... histoire finalement un petit peu classique, on va pas se mentir, de personnages qui se rebellent contre l'État en place, hein, contre le système en place, je veux dire. Système fasciste, hein, évidemment. Ok, mais... voilà, mais j'ai vraiment beaucoup aimé, malgré tout. Malgré ce manque un peu d'originalité de l'univers et de l'histoire, j'ai trouvé les personnages sympas, et puis ouais, je me suis un peu prise au truc. Mais surtout, l'arc de Laïa est vraiment très... Laïa est plus intéressante qu'Elias, on va pas se mentir. L'arc de Laïa est vraiment bien. Le truc, voilà, du fait qu'elle devienne esclave et qu'en même temps, voilà, elles doivent enquêter. En fait, elle a toute une mission, hein, c'est pas juste je suis esclave et voilà. Non, elle a toute une mission, elle doit chercher des infos pour justement le groupe de rebelles.
Et donc voilà, il y a toute une enquête autour de ça, et ça c'était bien. Voilà, toute la partie enquête de Laïa, j'ai trouvé ça excellent, parce que bah oui, il y a un côté, mine de rien, voilà, il y a un côté un peu thriller, entre guillemets, du fait bah oui, de cette enquête, qu'elle cherche à en savoir plus, qu'elle découvre des choses, notamment sur les autres esclaves aussi. Enfin voilà, il y a des révélations tout au long de l'histoire, etc. Bon, voilà, c'était pour le coup, oui, c'est assez page turner, c'est vraiment, voilà, c'est très très prenant. Voilà, c'est un bon début de saga. C'est pas la saga la plus originale du monde, mais voilà. Ah oui, alors il y a le truc aussi, parce que c'est inspiré de l'Empire romain, mais il y a aussi le truc des djinns dedans, parce que bon, en plus, Sabah Tahir, elle est d'origine du Moyen-Orient, mais je sais plus d'où par contre. Ah non, n'importe quoi, Pakistan. Pourquoi je pensais qu'elle était du Moyen-Orient? Ah, parce que musulmane peut-être. Parce que c'est pour ça. Et donc il y a, puis bon, le truc des djinns, c'est très Moyen-Orient, faut dire. Et donc ouais, il y a tout un lore, autour des djinns aussi. Mais ça n'a pas encore été très approfondi. Je pense que pour le coup, cette histoire de djinn va être beaucoup plus présente peut-être dans la suite. Ce qui pourrait me pousser du coup à lire la suite un peu pour voilà, avoir des choses un peu plus intéressantes sur l'univers. Voilà pour celui-ci, qui était vraiment très sympa. Ensuite, j'ai lu un essai féministe. C'est Bimbo de Eddie Blanchard. Cette fameuse collection violette là, de J.C. Lattès. Alors, pourquoi j'ai choisi de lire celui-ci en particulier? Bah écoutez, déjà parce qu'il était pas loin de moi. Je le voyais toujours à côté de mon lit, il était celui-là. Je m'étais dit, bon, je vais le sortir. Non, et puis en vrai, je m'identifiais un petit peu au truc de la bimbo. Parce que, alors, je n'ai pas spécialement été une bimbo, mais, j'ai pas été une bimbo dans le sens caricatural du terme. Mais en fait, ce livre, il parle quand même vachement de moi. En fait, donc, Eddie Blanchard, elle-même, qui se considère elle-même un peu comme une bimbo, nous explique en fait pourquoi est-ce que les bimbos ne sont pas forcément antiféministes, ne sont pas forcément bêtes. Enfin voilà, en fait, elle veut sortir, elle explique en fait comment sortir des clichés sur les bimbos. Donc, qu'est-ce qu'une bimbo, vous allez me dire, hein, peut-être. Donc, en fait, les bimbos, ce sont des femmes qui surperforment la féminité de façon parfois très caricaturale, donc c'est-à-dire très très maquillées, avec des habits très très sexy, des hauts talons, des gros bijoux, etc. Enfin voilà, c'est très des femmes qui sont assez exubérantes dans leur féminité et en même temps très sexy, en tout cas c'est le but recherché. D'aucuns diront vulgaire, mais ça voilà, hein, c'est des avis très très subjectifs, n'est-ce pas? Et justement, le but d'Eddie Blanchard, c'est de lutter contre ce stéréotype de la bimbo qui est vulgaire et qui va être un peu bébête, voilà, qui n'a pas de goût, voilà, ce genre de choses. Et pour ça, bah oui, elle fait appel notamment à des exemples de bimbo qu'on a eu qui sont en fait des femmes très intelligentes et justement qui ont su faire de leur côté bimbo un business. Donc Kim Kardashian, Nabila, Dolly Parton pour les plus anciens, Dita Von Teese, enfin dans des styles un peu différents en fait, hein, même Zaya aussi, enfin voilà, il y a pas mal d'exemples comme ça, hein, de femmes qui ont montré que en fait, elles ont capitalisé sur cette apparence en fait, hein, ce cliché qu'on a des bimbos. Et je trouvais ça intéressant. Elle parle même des drag queens, qui effectivement, les drag queens, ce sont des hommes qui surperforment aussi la féminité.
Et enfin voilà, il y a pas mal de choses intéressantes pour voilà, expliquer un peu ces clichés qu'on a qui sont pas forcément vrais. Et le fait aussi que, ben oui, il y a effectivement pas mal de femmes, de féministes, qui considèrent ces femmes comme pas féministes, comme en fait des femmes qui essayent juste de plaire aux hommes, des pick-me, enfin voilà. Alors que en vrai, ça n'empêche pas. Alors il y en a, hein, bien sûr, mais ça, c'est pas parce que t'es une bimbo que t'es pas féministe en fait. Et en fait, l'intérêt voilà, du livre, c'est de dire, bah oui, tu peux très bien aimer mettre des talons hauts et du rouge à lèvres et des habits sexy et pour autant militer pour le féminisme, mais parce que en fait, tu le fais pour toi, voilà, tu t'habilles comme tu veux pour te faire plaisir, enfin voilà, c'est un peu le principe aussi. C'est intéressant. Et donc oui, je me suis retrouvée, je me suis reconnue là-dedans, parce que moi, pendant longtemps, j'ai aussi été la fille... bah voilà, moi c'est vrai que quand j'avais la vingtaine, je m'habillais plutôt sexy, bah oui, parce que je me trouvais jolie, donc j'avais envie de me mettre en valeur. Et j'ai souvent été, oui, considérée comme la fille facile, ou l'allumeuse, ou la salope. On m'a déjà traité de salope, hein, littéralement. Enfin voilà, donc parce que oui, je couchais avec des hommes, bah des os, hein. Enfin voilà, mais aussi parce que j'avais cette apparence-là, et on m'a aussi considérée comme la nana un peu bébête. Et je me souviens notamment quand je suis arrivée dans la boîte où je suis aujourd'hui. Moi, je travaille dans l'informatique, hein, et quand je suis arrivée, en fait, au service informatique, j'étais assistante administrative. Je suis rentrée en tant qu'assistante administrative, et donc j'étais la seule du service à ne pas faire d'informatique. Et du coup, ouais, on m'a... et comme en plus, j'étais toute mignonne, toute apprêtée, tout ça, quoi. Très coquette, j'ai toujours été coquette, hein, c'est vrai. Et du coup, on m'a de suite assimilée, ouais, à la meuf un peu bébête, qui est nulle en informatique, voilà, qui est là parce que... enfin, je vais pas aller jusqu'à dire, c'est faux, hein, je n'ai pas été embauchée parce que j'étais mignonne ou quoi, pas du tout, hein, c'est pas ce qui s'est passé, mais il y a eu des préjugés comme ça sur moi. Bon, maintenant, autant vous dire que les préjugés, ils n'existent plus, hein, étant donné que, bon, déjà, je suis devenue développeuse entre-temps, et en plus, bon, j'ai bien montré que j'étais pas une fille bébête et naïve et tout ça. Surtout, je les ai saoulés avec mon féminisme, donc maintenant, ils ferment leur gueule. Mais voilà, en tout cas, ouais, putain, des blagues sexistes, hein, j'en ai eu au début, hein. Oh là là, au secours, quoi. Bref. Donc voilà, tout ça pour dire que, ouais, du coup, je me suis vraiment reconnue dans ce livre. Ça m'a beaucoup parlé. Et ouais, c'est vrai, Jenny. Ouais, bah ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. En plus, toi, t'es blonde. Alors, laisse tomber le cliché, en plus, du truc. Mais ouais, voilà, franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé cet essai. Bah, parce que, bah oui, je suis tout à fait d'accord avec elle sur le fait que on peut surperformer la féminité et être féministe, et pas spécialement voire pas du tout le faire, c'est mon cas d'ailleurs, pas du tout le faire pour plaire aux hommes. Je m'en fous, moi j'ai plus besoin de plaire aux hommes. J'ai mon chéri depuis, ça fait 15 ans qu'on est ensemble, presque, hein, bientôt 15 ans. Et voilà, j'ai pas, mais j'aime toujours. On m'a posé la question d'ailleurs, voilà, mon boulot, comment ça se fait que tu sois toujours aussi coquette et tout ça, machin. J'ai dit, bah, parce que j'aime bien, je sais pas, c'est mon kiff. C'est mon kiff d'être coquette, d'être apprêtée, J'ai ce truc là, voilà, on se moque gentiment de moi parce que j'ai ce truc de toujours assortir les couleurs en fait. J'adore assortir les couleurs, voilà. Mais t'as connu le contraire, le grand patron qui t'offrait un poste, la meuf de l'antenne qui t'a renvoyé chez toi sans te parler parce que t'étais trop bien habillée. Bah, du coup, t'étais bien habillée.
Mais ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est ouf quand même. Mais ouais, mais en fait, mais tu vois, mais en fait, c'est la preuve, c'est quand même bien la preuve que peu importe comment t'es habillé, que tu sois en jogging, en tenue, en mini-jupe ou en pantalon classe et tout, il y aura toujours des gens pour te faire des remarques. Ça sera jamais bien. Ça ne sera jamais bien. Voilà. Donc là, effectivement, les bimbos, c'est ben elles sont trop sexy, elles sont trop apprêtées, elles sont trop maquillées, machin. Et quand c'est des femmes qui sont au naturel, j'aime pas trop ce terme, qu'est-ce qui est naturel, bon voilà. Mais quand c'est des femmes qui sont, on va dire, sobres, voilà, et ben on va leur dire ah mais t'es pas assez féminine, tu prends pas soin de toi, machin, enfin voilà. Donc c'est jamais bien. Ce n'est jamais bien. Voilà, donc en fait c'est pour ça que en vrai on devrait faire juste ce qu'on veut et fuck. Voilà, et c'est un peu le message du livre hein, d'ailleurs. Voilà, c'est vraiment le message du livre, c'est de dire bon, si juste on laissait les meufs tranquilles avec leur façon de s'habiller, avec leur façon d'être en fait, hein, tout simplement. Et qu'on arrêtait. Alors, elle parle aussi un peu de rivalité féminine et tout ça, du fait que, oui, clairement, on suscite les jalousies aussi. On se prend. En fait, on se prend beaucoup de remarques de meufs quand on est très sexy, apprêté, tout ça, machin. Because de la jalousie, parce qu'il y a toujours une espèce de concurrence comme ça. Et en plus, enfin, c'est terrible parce que les bimbos, c'est pire encore parce qu'il y a toujours ce truc de dire oui, mais de toute façon, les hommes, ils aiment pas ça parce que voilà, c'est trop et tout ça. Et en même temps, elles sont, enfin, les meufs sont jalouses des bimbos parce qu'elles sont trop sexy. Enfin, il y a cette dissonance cognitive en fait. C'est fou ça. Hein. Bref, voilà, ça pour dire, faisons ce qu'on veut. Et puis c'est tout. Et en plus, en fait, ce livre m'a donné encore plus envie d'être sexy. C'est con, hein, mais voilà. Alors que j'ai pas... Enfin, voilà, j'ai pas besoin ou quoi, mais je sais pas, t'as envie. Mais c'est vrai que moi, j'ai remarqué que plus je suis féministe, je sais pas s'il y a une gradation dans le fait d'être féministe, mais en tout cas, depuis que je suis féministe, j'aime de plus en plus les trucs girly. Avant, j'étais quand même dans ce truc, alors même si j'ai toujours été assez voilà, apprêtée, maquillée, tout ça, machin, j'ai toujours eu ce truc de dire ouais mais moi je suis pas comme les autres filles. C'est vraiment le truc des pick-me là, voilà, c'est vraiment c'est con alors que en vrai ben si, mais mais ouais, j'ai toujours eu ce truc de je suis pas comme les autres filles, non mais en vrai j'aime pas le rose de toute façon, et puis voilà, en fait j'essayais d'avoir, même si j'étais habillée sexy ou quoi, j'essayais toujours d'avoir mon style à moi en fait. Salut Stéphane, merci pour ton abonnement. J'essayais toujours d'avoir mon style à moi en fait. De me dire non, je suis pas comme les autres, moi je mets pas des trucs de Barbie, voilà, je mets pas des trucs léopard, je mets pas des trucs à paillettes, je mets pas machin, j'avais toujours ce truc là, et en fait depuis que je suis féministe c'est tout l'inverse, je revendique totalement les licornes et les paillettes et le rose et les froufrous et tout ce que vous voulez, alors là let's go. Voilà, c'est... Et là, ce livre, il m'a encore plus donné envie de ça, quoi. C'est vraiment le truc, mais let's go. Voilà, c'était assez empouvoirant. Après, bon, voilà, après, ça... Alors, même si, évidemment, elle parle des femmes racisées, elle parle des femmes grosses, elle parle des femmes trans, etc. Mais ça reste quand même un livre écrit par une meuf blanche, belle, mince, qui forcément peut se permettre de dire
Oui, faisons ce qu'on veut et tout ça. Évidemment que, bon, c'est pas forcément facile pour tout le monde, on va pas se mentir. Elle le dit, certes, mais n'empêche que... voilà, c'est toujours facile à dire. Ouais. Ouais, Elsa, je sais, et les fleurs. Clairement. C'est vrai, Odeya? C'est trop marrant. C'est trop marrant. Mais oui, c'est beau le rose en vrai. C'est ça qui est fou. C'est ça qui est fou. C'est marrant. Enfin voilà. J'ai une collègue de boulot, c'est trop marrant parce que elle est pas spécialement féminine dans son apparence. C'est-à-dire que bon, elle est habillée normalement quoi, elle est pas mal habillée, elle est pas mais voilà. Mais elle adore le rose. C'est un truc de fou. Elle est quasiment tout le temps en rose. Elle est quasiment tout le temps en rose. Elle a tous ses accessoires, la coque de téléphone et machin. Tout est rose. C'est trop drôle en fait. J'ai vraiment... c'est trop marrant. Parce qu'en plus, elle fait pas du tout... Enfin, elle a pas du tout une apparence genre Barbie, machin. Pas du tout, du tout. Mais tout est rose. Et elle adore les licornes et tout. Enfin, c'est très marrant. C'est très très marrant. Voilà, c'est pas le cliché de la bimbo du tout. Mais... elle a tout qui est rose. Voilà. Bon, écoutez, moi c'était le vert à un moment, je l'ai toujours en vert, donc bon, je ne juge pas. Oui, c'est vrai que ça donne un joli teint. Je suis une pie. Moi aussi, j'adore les trucs qui brillent. Et pareil, j'ai une collègue aussi, c'est marrant, hein, comme quoi les styles des gens et tout, mais j'ai une collègue et amie d'ailleurs, parce qu'en plus d'ailleurs on va manger au resto ensemble, entre autres samedi, mais et elle, c'est tous les trucs qui brillent, mais elle est tout le temps en brillant. Tout le temps. Mais par contre, elle ne met pas de couleur. C'est vraiment, c'est trop drôle. Voilà, je me permets d'en parler, je cite pas leur nom, et même si elle se reconnaît, je dis rien de mal, donc il n'y a pas de souci. Mais du coup, ouais, elle ne met jamais de couleur. Elle est toujours en noir ou gris, globalement. Mais c'est brillant. C'est ça qui est drôle. C'est trop marrant, quoi. C'est toujours brillant, ça brille de partout. Elle adore les trucs qui brillent. C'est quand même amusant, quoi. Bref, voilà. Et comme quoi, voilà, les gens ont leur... Ouais, moi j'adore les paillettes. Ouais, bah ouais, pareil. Vive le rose et les paillettes. Mais ouais, moi, clairement aussi, hein, tous les trucs qui brillent et tout. C'est vrai que dans les magasins, mon œil est souvent attiré par les trucs qui brillent et par les couleurs vives aussi. Bon, là, c'est pas très représentatif pour le coup. Je suis en noir et gris pour le coup, mais bon. Mais oui, j'adore les couleurs vives et tout. Enfin, voilà. Bref, bon. Tout ça pour dire que non, ce livre franchement était très sympa. J'ai pris plaisir. Je l'ai lu là cette semaine dans les transports. C'était cool. Ça m'a fait du bien. Voilà, c'est un livre qui fait du bien. C'est pas un des meilleurs essais que j'ai lus. C'est pas l'essai le plus travaillé, tout ça que j'ai lu. Mais c'est un essai feel good. Voilà, pourquoi pas, des fois, il peut y avoir des essais feel good. Si je trouve des trucs fleuris qui brillent, putain, Elsa, là, elle est... elle est de ouf. Ah, c'est bon, ça y est. Yes. Bref, donc voilà pour celui-ci. Allez, j'avais dit que je vais pas trop rester longtemps. Mais en tout cas, je vous le recommande. Voilà, si vous voulez un petit essai plutôt feel good et empouvoirant, ça fait toujours plaisir. Ensuite, alors attention, oula, on passe du feel good à la dépression. Bon, écoutez, voilà, je peux pas toujours lire des trucs positifs non plus. Donc j'ai lu Si c'est un homme de Primo Levi, qui faisait partie de la pioche, qui est derrière moi par là-bas, là, que... Donc quand voilà, c'est le fameux que vous voyez en bas de l'écran, là, quand je suis en live et qu'il y a des gens qui s'abonnent, mais seulement pour les nouveaux abonnements. Si c'est des gens qui se réabonnent, ça marche pas, malheureusement.
Quand j'arrive à 10, je dois piocher un livre. C'est les livres, alors c'était Alice de Dessine-moi mes rêves qui avait fait ça. C'est les 50 livres à avoir lus dans sa vie. Voilà, et donc si c'est un livre que j'ai pas lu et qui est dans ma palle, je dois le lire. Et donc, j'ai pioché celui-là dernièrement. Celui d'avant, c'était La couleur pourpre, que j'ai chroniqué il y a pas longtemps. Bon, j'avoue que j'étais pas de ouf à l'idée de me lancer là-dedans parce que j'avoue que, bon, les histoires de camps de concentration, j'en ai beaucoup lu. Et c'est pas que j'avais peur de rien apprendre, c'est un peu horrible de dire ça, mais c'est juste que c'est vrai que voilà, moi je suis pas négationniste, je connais ces histoires et je comprends l'impact et l'importance qu'elles ont, et donc du coup bah forcément c'était un peu pour moi c'était un peu une énième histoire de camp de concentration. Malgré tout, c'est quand même un classique dans cette thématique. Voilà, c'est ça, exactement, ça fait jamais de mal. Et en fait, ouais, sur le coup, je me suis dit, en vrai, c'est plutôt pas mal d'actualité finalement. Je parle par rapport à la montée du fascisme et au fait que, bon, bah non, on a des néo-nazis qui peuvent défiler tranquillou bilou dans la rue sans que ça pose problème à personne, et que là on est clairement en train de revenir, on est un peu dans la même configuration que dans les années 30, hein. Donc du coup oui, ça fait pas de mal de se prendre une petite piqûre de rappel là-dessus. Voilà, et puis en plus, ouais, c'est un auteur italien, c'est un autre aspect aussi, hein, voilà, parce qu'on suit pour le coup des Italiens. Donc là, on est à Auschwitz, hein, il me semble. Hein. Donc c'est autobiographique, hein, précisons-le quand même. Hein, c'est Primo Levi lui-même qui raconte donc comment il a été il a été raflé, voilà, au début, et donc il s'est retrouvé dans un train pour le camp d'Auschwitz. Ouais. Comment on va sortir, c'est la grande question, c'est clair. C'est clair. Franchement, moi je le sens très mal, mais bon. Voilà, bref, hein, je veux pas, on va pas s'étaler sur l'actu parce que sinon on n'a pas fini et c'est pas non plus le but. Mais bon, vous savez ce que j'en pense, hein, de toute façon. Mais bref, voilà, donc j'ai lu, donc voilà, c'est l'histoire de Primo Levi. Franchement, c'était vraiment bien. C'était vraiment bien. En fait, c'est bizarre de dire ça, c'était vraiment bien, waouh. Non, mais disons que pour le coup, oui, il y a quand même, enfin voilà, il y a quand même des choses différentes de ce que j'ai pu lire dans d'autres récits de camps. Notamment toute la partie, ce qui a été plus intéressant pour le coup, c'est toute la partie traitement des malades, des blessés et tout ça. Où honnêtement, moi j'étais persuadée que en fait, si tu te blessais, t'étais buté direct parce que tu servais à rien. Mais non, en fait, en tout cas là en l'occurrence, ils étaient soignés. Et il y avait aussi la partie de la sélection, les sélections pour les chambres à gaz. Oh, j'avoue, ça c'était horrible. Enfin voilà, donc il y avait deux tas, les noms à droite et à gauche, et à chaque fois ils cherchaient à deviner dans quel tas ils allaient se retrouver en fait, enfin quel tas allait aller aux chambres à gaz. Enfin c'est terrible quoi. Et donc voilà, en gros, si dans le tas il y a des gens qui sont très vieux et voilà au bout du rouleau et tout, et qui se retrouvent dans le même tas, ils savent que c'est foutu pour eux quoi, globalement, hein. Enfin voilà, c'était des trucs comme ça. Bon évidemment tous les travaux forcés qu'ils faisaient, et puis les relations aussi entre les détenus. Enfin voilà, c'était extrêmement intéressant, ouais, les amitiés qui se créaient, enfin voilà, évidemment c'est extrêmement triste, hein. Et oui, c'est très très bien écrit, c'est hallucinant que, je crois que c'était son premier
récit, oui, c'est pas un roman pour le coup, c'est une autobiographie, mais c'est son premier livre, voilà, de mémoire. Et apparemment, il y a une suite, je savais pas qu'il y avait une suite. Bah, en fait, à la fin, il y a une interview de Primo Levi. Je trouvais ça intéressant. Et du coup, ouais, donc j'ai appris qu'il y avait une suite. Je savais pas qu'il y avait une suite. Bah, en gros, la suite, c'est... Ah oui, mais non, mais du coup, ça spoil si je le dis. Bon, il y a une suite. Mais du coup, ouais, c'est intéressant. Et c'est vrai que oui, il y a, bah, en fait... la fin du livre aussi est intéressante par rapport à ce qui se passe et tout. Voilà, je ne veux pas spoiler, de rien, parce que même si bon, on sait que du coup il est pas mort et que voilà, il y a une raison. Mais ouais, c'était intéressant. Oui, c'est des détails que je ne connaissais pas en fait. Voilà, donc du coup c'était vraiment ouais, j'ai quand même appris des choses. Et voilà, alors après c'était marrant parce que donc, je l'ai écouté en audio et en fait je me suis rendu compte quand j'ai lancé, enfin j'ai vu le nom du lecteur, j'avais pas fait gaffe au début. Le lecteur c'est Raphaël Enthoven et je suis là oh no, j'ai pas envie d'écouter un livre lu par Raphaël Enthoven, je supporte pas ce mec, mais fort heureusement forcé de constater qu'il lisait très 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 bien, pour le coup. J'avais peur qu'il en fasse des caisses. Bon, Raphaël Enthoven, c'est quand même le mec qui se prend pas pour de la merde, hein, on va pas se mentir. J'avais peur qu'il en fasse des caisses voilà, qui rajoute un côté très dramatique et surjoué dans le truc, mais pas du tout. Non, pas du tout. Il l'a lu de façon très sobre. Franchement, c'était extrêmement bien lu. Voilà, j'ai rien à redire sur sa lecture. Par contre, bon, à la fin, il y avait un entretien avec Raphaël Enthoven. J'ai fait non. Alors, l'interview avec Primo Levi, ça oui. Mais c'était pas Raphaël Enthoven qui faisait l'interview. Ça oui. Ça j'ai écouté, c'était très intéressant. Par contre, voilà. Par contre, entretien avec Raphaël Enthoven, oui bon. Non. En plus, il durait 1 heure l'entretien. Non, c'est bon. Je m'en passerai bien. Ça va. Écoutez, ça écourte au moins le truc. C'est très bien. Mais bref, voilà. Non, franchement, vraiment, je recommande à tout le monde de lire ce livre. Alors, il est très court en plus. Il fait 200 pages. Voilà, ça se lit très vite. Mais c'est assez essentiel. Voilà, comme a pu l'être le journal d'Anne Frank ou d'autres récits comme ça. Voilà, c'est des livres qu'il faut avoir lus dans sa vie, effectivement. Là, pour le coup, la pioche avait raison. Mais, là, j'ai plus de... Mais voilà, oui, non, je regrette absolument pas de l'avoir lu. J'ai bien fait d'oser me lancer. Bon, franchement, j'étais pas motivée. Hein. Surtout que en ce moment, je suis dans une période un peu... Voilà, pas dans un bon mood, on va dire. Du coup, je me suis dit, oh putain, ça va me buter, quoi. Mais en fait, non, ça va. Bah, justement, ça fait relativiser. Mais en même temps, ça fait un peu peur parce que, vu ce qu'on sait pas trop ce qui nous attend, ça fait un peu peur quand même. Bref. Voilà, et donc, il me reste plus qu'un seul livre à chroniquer. Il s'agit de Chat sur ordonnance. J'ai décidé de le mettre à la fin parce que c'est pas forcément, je vous dis, il n'y a pas vraiment d'ordre en fait, pas forcément celui que j'ai préféré, c'est pas un coup de cœur, mais j'avais envie de finir sur une note positive, donc je l'ai mis à la fin, voilà. Après Primo Levi, qui est plus déprimant, là, voilà, on finit sur une touche positive. Donc c'est Chat sur ordonnance de Sio Ishida, dans lequel... en fait, on va suivre une espèce de clinique psychologique, oui, ils appellent ça clinique psychologique, genre de centre de soins psychologiques, quoi, où il y a un médecin, médecin, non, il est même pas médecin en vrai, c'est un psychologue en fait, voilà. Non, ils disent le docteur, ouais, il est médecin alors, un psychiatre.
Bon, ils disent pas vraiment dans le truc, hein. Bon, on va quand même dire un médecin qui a la particularité de prescrire à ses patients des chats. Pourquoi pas. Voilà, donc en gros, les patients viennent. Alors, déjà, en fait, les patients, ils viennent, ils savent pas vraiment à quoi s'attendre. Voilà, ils sont un peu au bout du rouleau, donc ils décident de consulter, un psy. Et donc, ils vont dans cette clinique psychologique, voilà, parce qu'ils se disent, bon, bah, peut-être que, heureusement, il existe clinique psychologique et pas clinique psychiatrique, mais pourquoi pas. Et donc, voilà, en espérant trouver de l'aide. Et donc, je vois le médecin, et là, bon, alors, voilà, racontez-moi ce qui se passe. Ok, bon, bah, pour votre problème, je vous prescris un chat pendant 2 semaines. Et donc, il va chercher, il demande à son infirmière d'aller chercher un chat dans une cage, enfin dans un panier, comment ça s'appelle d'ailleurs, une cage de transport, ouais, c'est ça. Et donc voilà, le patient repart avec son chat. Et donc au début, ouais, voilà, c'est un peu, au début c'est le principe de l'histoire, quoi. C'est le parti pris de l'histoire. Et du coup, ça se passe, donc on commence à... On suit plusieurs personnages, en fait, et le premier, ça se passe pas du tout comme prévu. Alors, le mec est un peu en bisbille avec son travail, ça se passe pas très bien, et tout ça. Et en fait, à cause du chat, alors je dis pas comment, pourquoi, mais à cause du chat, il va carrément se faire virer. Donc autant dire qu'il dit, oui bon, super médicament le chat, ah bah bravo. Le chat fout la merde, quoi. Et voilà, donc au début c'est plutôt drôle. Mais c'est vraiment très léger. Voilà, moi j'étais là, oui, bon, d'accord, c'est un peu rigolo, mais c'est pas très sérieux. Le message est un peu ledge, en fait. Voilà, j'étais là, oui, bon, d'accord. En gros, au début, le message, c'est que bon, les chats, ça fait plein de bêtises, mais en même temps, c'est très attachant. Et du coup, voilà, ça fait quand même sourire. Et puis, bon, au fur et à mesure de l'histoire, en fait, qu'on suit d'autres personnages, le rôle du chat va un peu changer. Et puis, on va partir... En fait, vraiment, il y a 3 grosses histoires différentes, hein, globalement. Et en fait, plus on avance dans les histoires, et plus ça va être profond, en fait, et plus il va y avoir quelque chose de travaillé, de précis autour de cette histoire de chat, en fait, voilà. Et pour terminer sur la dernière histoire, où il y a une petite part de réalisme magique, on va dire. Et alors, ou pas en vrai, parce que finalement on peut se faire un peu ses propres hypothèses aussi. Mais j'ai vraiment adoré le tournant que ça prend, en fait. Et je peux rien dire, parce que bon, déjà il est quand même assez court, le livre, il fait 300 pages. Et donc les histoires sont assez courtes, mais... Et du coup, ouais, j'aurais peur de spoiler, parce que pour le coup, ça m'a surprise, vraiment. Je m'attendais pas à ce qu'on parte là-dedans. Et j'ai trouvé ça génial. Et du coup, ça m'a ramené un petit peu aux Mémoires d'un chat, qui est mon livre préféré, hein, de Hiro Arikawa. Et alors là, c'est pas tout à fait la même chose, mais il y a un gros point commun, qui est le lien, la relation entre le chat et l'humain, et qui est très belle. Et là, pour le coup, c'est vraiment pareil, c'est comme dans Mémoire d'un chat, c'est extrêmement bien écrit, extrêmement bien fait. C'est très original, cet angle qui est abordé, en fait. Je trouvais ça plutôt original. Et voilà, et j'ai chialé. J'ai chialax, vraiment, non, j'ai versé ma larme à la fin, parce que d'une part c'était beau, voilà, c'était très émouvant, et puis il y avait un côté triste aussi, vraiment comme dans les Mémoires d'un chat. Les Mémoires d'un chat, c'est à la fois triste et beau et plein d'espoir. Bah là, c'était
c'était un peu la même chose. Mais c'est pas un coup de cœur comme Les Mémoires d'un chat. Pourquoi? Parce que il y a quand même tout ce début du livre où bon, on est sur un truc un peu plus burlesque, un peu plus pas très sérieux. Voilà, il faut vraiment avancer dans l'histoire pour aller dans quelque chose de plus, ouais, de plus profond et de plus recherché. Mais c'était tellement, ouais, c'était vraiment bien. C'était vraiment très très bien. Je pense que contrairement à d'autres feel good japonais qui sont très comment dire, qui répondent en fait à des normes très précises, qui sont tous un peu dans le même moule, hein, vraiment. Celui-là, il est quand même à part, quoi. Celui-là, il est quand même à part. Comme Les Mémoires d'un chat. Oui, oui, bon. Certes, parce qu'il y a des chats, oui. Mais pas que. C'est pas qu'une histoire de chat, parce que il y a plein de livres où il y a des chats, plein de feel-good japonais où il y a des chats. Et c'est pas pour autant que ça m'a fait cet effet-là quand même, quoi. Bref, donc voilà. Et du coup, ouais, il y a un tome 2. Je lirai peut-être le tome 2 parce que je ne sais pas si ça va reprendre un peu les mêmes personnages, parce que mine de rien, le docteur et son infirmière, ils ont une importance dans le truc. Mais je pense que oui, du coup, parce qu'on reste dans la même clinique. J'espère juste que le tome 2, ça va pas être des petites histoires comme ça. J'aimerais qu'on en sache un petit peu plus voilà, sur le docteur et l'infirmière. Bon, voilà. En tout cas, c'était vraiment très très bien. C'est vraiment une lecture, pour le coup, feel good comme on aime. Et voilà, ça fait du bien. Ça fait du bien. Voilà. C'est réconfortant, ouais, tiens, c'est marqué dans les synopsis. Drôle, subtil et très réconfortant, oui. Subtil, ça l'est pas au début, mais à la fin, oui, c'est totalement subtil. C'est pour ça que je dis que on peut, alors, c'est pas, on peut se faire ses propres hypothèses dans le sens où c'est une fin ouverte et il y a plusieurs possibilités. Non, on comprend le truc, mais on peut choisir. En vrai, on peut choisir d'y croire ou pas, quoi, globalement. Voilà, sans en dire trop. On peut choisir d'y croire ou pas. Mais oui, c'est subtil quand même, et puis très réconfortant. Ça, c'est vrai que c'est très réconfortant. Voilà. Voilà, en tout cas, pour ce bilan lecture. Alors, du coup, mes lectures actuelles, bon, il y en a deux. Mais ouais, il y en a une que je me traîne quand même depuis un mois maintenant. Et je me la traîne pas parce qu'elle est pas bien. Je me la traîne juste parce que je n'arrive plus à sortir ma liseuse. Voilà, c'était une lecture sur liseuse. Et c'est fou parce qu'avant je lisais presque exclusivement sur liseuse. Maintenant ça a totalement changé. Mais c'est pas du tout parce que je n'aime plus ce format. J'adore toujours la liseuse. C'est juste que quand je prends les transports, j'ai l'habitude de prendre du papier. Tout simplement parce que chez moi, lire sur papier, c'est plus compliqué. Il n'y a pas suffisamment de luminosité. C'est moins agréable, c'est moins confortable. Donc les livres papier, je préfère les lire dans les transports. Et du coup, chez moi, je lis sur liseuse. Sauf que depuis un mois, en fait, j'ai toujours d'autres choses à faire. J'ai toujours d'autres choses à faire à la maison. Voilà. Et donc, quand je fais des choses, je me mets un livre audio. Et sinon, ben, je regarde souvent des séries, des films, des trucs comme ça avec mon chéri. Et c'est vrai que du coup, bah, je lis beaucoup moins. Donc voilà, c'est juste ça. Et ouais, je suis dans QQ de Camille Emmanuel depuis un petit moment. Mais j'en suis à la moitié. Voilà, j'aimerais reprendre ma liseuse parce que j'ai plusieurs trucs sur liseuse à lire, notamment Mexico Médé, le dernier d'Alia de la Cerda que j'avais récupéré sur NetGalley. Du coup, bon, voilà, j'ai envie de ressortir ma liseuse, de relire sur liseuse, mais il faut juste que je prenne le temps. C'est même pas que je trouve le temps, c'est que je prenne le temps, je l'ai, mais il faut vraiment que je me dise, bon, allez, là, tu lis. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois, même quand j'ai un moment pour moi, comme ça va être genre une demi-heure ou voire une heure max, à chaque fois je me dis, ouais, mais non, c'est pas suffisant pour bien me mettre dans un livre, et du coup, je lis pas. C'est con, hein.
Voilà, donc il faut vraiment que je reprenne des petits moments comme ça. Bref. Et la deuxième lecture, donc en audio, du coup j'ai toujours un livre audio en cours. Hein. C'est l'anniversaire de Liane Moriarty. Alors c'est le dernier Liane Moriarty sorti en France. Je crois que c'était un livre de la rentrée littéraire d'hiver, il me semble. Mais c'est pas du tout le dernier Liane Moriarty en date. Hein. Il date, putain, d'ailleurs, tiens, je voulais regarder de quand il datait exactement. Excusez-moi. J'en profite. Liane Moriarty, je pense que en regardant son Wikipédia, on va avoir ses romans. L'anniversaire, voilà, il a 20 ans. Il date de 2006. Donc, forcément, voilà, il a 20 ans. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que ça se voit dans le livre qu'il a 20 ans, parce qu'à un moment, notamment, ça parle de téléphone portable, et à un moment, y a une femme qui reçoit des messages, des textos, et son mari lui dit tu veux que je te montre comment on lit les textos? Et j'étais là, quoi? Bon. Voilà quoi. Je veux bien que qu'il y ait des boomers qui aient du mal avec les téléphones portables, mais bon, là pour le coup c'est plus logique en 2006 que maintenant. Mais voilà, en tout cas, ouais, c'est un... Et d'ailleurs, ouais, je vois que Trois Vœux aussi, c'est son premier, Trois Vœux. C'était son premier, décidément, Trois Vœux à l'anniversaire. Mais bon, là, c'est pas l'anniversaire dans le sens birthday, hein, c'est le titre en VO, c'est The Last Anniversary. Donc c'est anniversaire dans le sens commémoration, en fait. Hein. Et du coup, ouais, voilà, Trois Vœux, il date de 2003, l'anniversaire 2006, et après, à la recherche d'Alice Love, ouais, 2009. Et il est sorti qu'en 2019. Il est sorti après Le Secret du Mari, qui date d'après. Bon, bref. En fait, ils ont pas du tout... En fait, quand je regarde les dates de publication, putain, mais ils les ont pas du tout sortis dans l'ordre. C'est sorti complètement dans le désordre. Rien à carrer. Vraiment, rien à carrer, quoi. C'est totalement... Alors, le dernier, Ici et Maintenant, c'est vraiment son dernier. Donc, c'était celui d'avant. Mais par contre, celui d'encore avant, Amour et autres obsessions, il date de 2011. Complètement aléatoire, hein, Albin Michel sur ce coup-là. Bon bref, en tout cas voilà, je suis en train d'écouter l'anniversaire. Je suis déjà aux 2/3 du livre, c'est vachement bien. J'aime vraiment beaucoup. Je comprends que du coup on voit que oui, c'est un de ses premiers. Enfin, cela dit, moi j'avais pas trop aimé Trois Vœux, qui est son premier quand j'y pense. J'avais pas aimé Trois Vœux, mais celui-là il est vraiment très très bien. Donc ouais, voilà, je suis contente. Et voilà, bah c'est tout. Hein. Sur ce, on se retrouve YouTube, on se retrouve pour la prochaine vidéo, ça sera, alors je pense que ce sera une tier list. On va se faire peut-être dimanche, je pense, une petite tier list des autrices féministes. Alors, j'ai commencé à travailler dessus, j'essaye de mettre des figures quand même assez connues et qui n'ont pas forcément fait que des essais non plus, quoi, pour que ce soit un peu plus grand public. Mais voilà, pour que tout le monde puisse participer aussi. Voilà, du coup, ce sera donc la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé ce petit bilan et j'espère que le prochain bilan sera dans moins d'1 mois. Par contre, ça serait bien. Et je vous souhaite donc un excellent week-end. Bisous bisous. Ciao.